suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À Édimbourg, le Jardin botanique royal est créé en 1670, à l'époque des grandes expéditions de l'Empire britannique. Des botanistes parcourent alors le monde pour recueillir des plantes, les étudier et les présenter au public, étudiants ou amateurs. Quand j'arpente ce jardin, c'est comme un tour du monde, en passant de la flore tropicale aux fleurs des montagnes d'Asie, ou aux arbres de l'Amérique du Nord. Édimbourg est un grand terrain de jeu pour les botanistes, et les chercheurs qui travaillent ici partent encore régulièrement en expédition. Le Jardin royal est l'un des centres botaniques les plus importants au monde. David Knott est le conservateur de la collection des plantes vivantes. David, comme tous les jardins botaniques, le jardin d'Édimbourg, il démarre tout petit, une école de médecine à proximité du volcan qui est au cœur de la ville, et rapidement il change d'échelle. Notre organisation existe depuis maintenant plus de 343 ans. Tout a commencé avec un petit jardin de plantes médicinales, dans lequel on cultivait moins d'1 millier de plantes. Ce jardin a été créé par 2 médecins, dont l'objectif était de s'assurer que les plantes que l'on cultivait ici soient nommées et étiquetées précisément, afin qu'il n'y ait pas de danger de mort lorsqu'elles étaient prescrites comme médicaments. Et de toute évidence, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à acquérir de nouvelles plantes. Ils se sont développés. Il y avait à l'époque beaucoup de pollution dans Édimbourg. Old Wiki. Oui, exactement. La vieille enfumée. D'ailleurs, le jardin a été délocalisé 3 fois avant de s'installer définitivement ici, en 1920. Jusqu'au XVIe siècle, les plantes avaient pour vocation de soigner ou nourrir. Par la suite, on les collectionne pour les répertorier et les étudier. C'est ainsi que naissent les sciences botaniques. Alors là, maintenant, on a un jardin qui se retrouve complètement enserré par la ville. C'est exactement ce qu'on voit ici. Le jardin est une ressource importante pour la ville, une sorte de poumon végétal au milieu de cette zone urbaine. Le jardin botanique d'Édimbourg est très populaire. Nous recevons près de 900 000 visiteurs à l'année. C'est une des plus grandes collections d'Europe. Comment on est arrivé à collecter autant de plantes à cette époque? Quelle manière aussi? Le jardin a évolué sur une longue période. Au tout début, on pouvait sans doute y trouver des plantes venant d'Europe tempérée. Mais au fur et à mesure de l'expansion de l'Empire britannique, on a commencé à collecter des plantes d'Amérique du Nord, en particulier de la partie nord-ouest du Pacifique. Ça n'a pas seulement modifié le visage des jardins de Grande-Bretagne et d'Écosse. Le paysage en a aussi été affecté, car nombre de ces arbres sont aujourd'hui utilisés ici en Écosse pour la sylviculture. En parallèle, avec l'avancée technologique des constructions de serres, il est devenu plus facile de cultiver les plantes tropicales que l'on ne pouvait pas faire pousser auparavant. Et grâce à cela, de nombreuses plantes tropicales furent introduites dans le jardin. Les premières collections sont rapportées par de véritables chasseurs de plantes, des explorateurs qui n'hésitent pas à braver le danger dans des territoires peu explorés. À Édimbourg, le plus célèbre d'entre eux est George Forrest. Après avoir travaillé en 1903 dans l'herbier du Jardin botanique royal, il part l'année suivante au Yunnan, en Chine. L'expédition est financée par Arthur Kilpin Bulley, un riche horticulteur en quête de plantes rares. George Forrest va donner son nom à des milliers d'espèces végétales. C'est un excellent exemple d'arbre ayant un lien direct avec George Forrest. C'est un spécimen fantastique, qui est aujourd'hui une plus-value importante pour notre collection du vivant. Comme vous pouvez le voir sur l'étiquette,
Nous utilisons le système latin binomial, en nommant l'arbre par son genre et son espèce. Mais cet arbre a un lien direct avec George Forrest. C'est lui qui est allé le chercher en 1915. C'était sa 13 378e plante collectée. Forrest était probablement le collecteur le plus prolifique de l'histoire, avec des dizaines de milliers de plantes collectées en Chine. Alors ça, typiquement, c'est une plante qu'on retrouve dans tous nos jardins en France, en Grande-Bretagne, généralement en sous-bois, enfin dans des endroits assez humides. Mais elle est hyper commune alors qu'elle vient de Chine, cette plante. À l'origine, c'était une toute autre histoire. Oui, cette plante est un élément incroyable de la collection de plantes chinoises. C'est une astilbe. Il y a plus de 100 ans, elle ne poussait que dans son habitat naturel en Chine. Et regardez-la aujourd'hui. Elle pousse très bien dans le climat humide et moite que nous avons ici, en Écosse. Moi, ça, je trouve ça vertigineux. On ne le sait jamais quand on regarde une plante que ça peut aller très très loin dans l'histoire et puis dans la géographie, parce que vous êtes allé la chercher très loin. Nous avons encore aujourd'hui une relation très étroite avec la Chine, en particulier avec la province du Yunnan. Nous sommes jumelés avec l'Institut botanique de Kunming. Nous avons des étudiants chinois qui viennent ici étudier le jardin. Je pense que le plus important, c'est le message de sauvegarde. Les plantes sont un langage universel, et c'est important de les préserver pour les générations futures. C'est une partie essentielle de notre travail ici, au Jardin d'Édimbourg. Le jardin botanique royal forme un rectangle de 28 hectares sur un des plateaux qui domine Édimbourg. Le jardin se divise au sud avec le jardin chinois, le jardin des Landes écossaises, la Grande Rocaille et l'Arboretum. La partie nord accueille une série de jardins à thème, la collection d'azalées et les serres tropicales. Parmi elles, la serre victorienne de 1858 est l'un des symboles de la capitale écossaise. Fiona Inches en est la responsable. Là, Fiona, on arrive vraiment devant le bijou d'Édimbourg, le bijou du jardin botanique. C'est un des édifices les plus visités dans la ville. Quelle taille elle fait, cette serre victorienne? La serre fait 72 pieds, ce qui fait environ 23 mètres de haut. C'est la plus haute serre victorienne de Grande-Bretagne, si ce n'est d'Europe. Cette serre a été dessinée spécifiquement pour les palmiers par Robert Matson. Comme vous pouvez le voir, il y a un balcon au niveau supérieur et il y en a un autre à l'intérieur, au niveau des murs. Ce balcon nous permet d'avoir une vue magnifique sur toute la serre. Gigantesques, ces serres, sont vraiment gigantesques et on comprend bien qu'elle a été conçue pour la hauteur, pour la longueur de ces grands palmiers. Celui-ci, il touche quasiment le toit. Il a quel âge celui-ci? Il vient d'où? Nous sommes dans la serre tempérée. Cette plante vient de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Et ce palmier a entre 42 et 60 ans. Nous ne savons pas exactement. Ces palmiers, en fait, ce n'est pas vraiment des arbres. On dit souvent que ce sont des arbres, mais ce ne sont pas des arbres, ce sont effectivement des herbacées. Tout ça, ce sont les racines de la plante. Et il y a tellement de racines qui s'agglomèrent à la base de la plante que cela fissure l'écorce. Ces racines remontent jusqu'en haut, là où se trouve son excroissance. Ces mêmes fibres constituent le tronc. Elles sont toujours aussi fines et la plante continue de produire de plus en plus de racines jusqu'au sommet. C'est là que ça devient compliqué avec les palmiers. Quand ils deviennent trop grands, nous devons les couper. Et après, c'est terminé. Ouais.
Alors ici, ce que j'adore, c'est que vous avez réussi à fabriquer vraiment une ambiance, quoi, vraiment un paysage. Les plantes, elles ne sont pas posées les unes à côté des autres. Voici notre serre de plantes arides. Nous avons choisi une ambiance désertique, chaude et tropicale, mais sèche pour cette serre. Nous avons préféré une présentation paysagère plutôt qu'une présentation en pot. Nous avons d'une certaine manière condensé une zone aride. Là, justement, il y a des plantes qui ont vraiment, mais quasiment pas besoin d'eau, qu'on peut arriver à faire pousser sur nos balcons. C'est des petites crassulas ou des petits sédums. Comment ça fonctionne, ça? Parce que c'est une stratégie bien particulière, en fait, toutes ces plantes. Toutes les plantes qui sont ici ont une stratégie pour pallier les grosses chaleurs ou le manque d'eau, la grande quantité de soleil. La couleur est légèrement plus claire sur le dessus de la plante. Ça lui permet de renvoyer la lumière pour se protéger et ça limite la perte d'eau. En s'épaississant, la plante peut retenir l'eau dans ses feuilles. C'est aussi des petites plantes qu'on peut facilement bouturer. On peut prendre une feuille, la mettre dans l'eau et faire des bébés assez simplement, quoi. Ça, c'est vraiment les plantes qu'on n'a pas le droit de toucher d'habitude dans les jardins botaniques. Voici les stars de cette serre. Ce sont des Victoria amazonica qui viennent du Brésil. Ce sont des plantes incroyables. On peut presque les voir pousser en temps réel. Bon, là, on a une chance incroyable, c'est qu'on va pouvoir aller les nourrir. Après toi. Il faut s'asseoir au bord, juste ici. On glisse progressivement dans l'eau et on sent le fond du bassin. Not only the floor, but je sens aussi le caoutchouc qui se colle à mes cuisses. Et alors là, il faut aller les voir. Et ça, c'est incroyable, c'est que on a l'impression qu'on va pouvoir se coucher dessus, en fait. Oui, c'est vraiment très solide. Un petit enfant pourrait s'asseoir sur cela. Alors ça, c'est les petites boules qui vont nous permettre de les nourrir. What is it? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fertilisants que nous produisons ici. Nous faisons des boules de boue pour rendre le fertilisant plus compact. Quand on le met dans l'eau, il se dilue immédiatement. Mais grâce à cette petite boule, l'engrais met plus longtemps à se répandre, ce qui laisse davantage de temps à la plante pour se nourrir. Vous devez trouver le fond du pot sous l'eau. Plongez encore un petit peu pour atteindre la feuille sous l'eau et ensuite immergez la petite boule. On voit peut-être pas, mais là, la plante, elle est dans un pot. Oui. Et après, vous pouvez continuer jusqu'à sa corolle. OK, so ready? Je tourne. It looks OK. Suffisamment profond pour que la petite boule soit recouverte. Yeah. Et voilà. Parfait. Ça devrait lui permettre de tenir encore une semaine. Et on devra revenir pour la nourrir à nouveau. Là, elle est tranquille pendant une semaine. Aujourd'hui, environ 20 000 espèces sont mises en scène dans des décors paysagers. Certains d'entre eux ont été conçus par Isaac Bailey Balfour, botaniste et directeur du jardin de 1881 à 1921. John Mitchell est un horticulteur explorateur, spécialiste des espèces alpines, en particulier celles d'Asie centrale. Il acclimate les espèces rapportées de ses expéditions avant de les présenter au public dans la Grande Rocaille. Là, on change complètement d'ambiance. On était dans un sous-bois, dans une forêt. Puis là, on arrive devant le Rock Garden, la Rocaille. Alors ça, c'est un jardin qui fascinait mon prof d'écologie. Pourquoi il force autant l'admiration, ce jardin? Ce jardin a changé 2 fois, au début et à la fin du 19e siècle, pour devenir ce magnifique jardin de rocaille. C'était très original pour l'époque. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, il n'a pas le même attrait qu'un jardin naturel. Alors au début des années 1900, un collectionneur de plantes critique ce jardin de rocaille. Furieux, Isaac Bailey Balfour décide de le détruire pour en construire un nouveau, mais avec un paysage totalement différent.
Le jardin de rocaille est censé reproduire la nature, celle d'un paysage de montagne. Il y a aussi des zones d'éboulis, des zones plus sèches. Et puis il y a aussi cette topographie qui est vraiment particulière. Cette topographie est superbe. Avoir cette étendue d'arbres permet de donner une autre échelle à ce jardin de rocaille. Il représente environ 4 hectares, ce qui permet de couvrir une bonne partie du jardin. Et quel que soit l'endroit où vous regardez, vous pourriez être n'importe où, non pas à Édimbourg, mais dans l'Himalaya ou dans les Alpes. Pourquoi vous avez choisi de travailler plus particulièrement sur les plantes alpines? Les alpines sont des plantes très variées. Elles peuvent aller de la mousse en haut d'une montagne jusqu'aux arbustes nains, aux rhododendrons ou aux herbacées. Elles recouvrent une large variété de plantes. Donc je ne me spécialise pas dans un groupe de plantes en particulier, mais dans toutes leurs espèces. Nous sommes actuellement dans la zone alpine. C'est ici que l'on essaie de faire pousser les plantes qui ne supportent pas l'hiver. Dans une maison traditionnelle alpine, elles sont dans des pots en argile. Les plantes sont plantées dans du sable. Et la raison pour laquelle on les plante dans du sable, c'est qu'on arrose le sable. Et l'humidité va s'infiltrer dans le pot en argile pour que les racines restent humides. Ici, nous avons une plante en coussinet qui pousse en haute montagne. Ça, c'est vraiment mon endroit préféré dans le jardin botanique. On dirait une petite pâtisserie, avec toutes ces petites collines, là, les unes derrière les autres, ou presque un petit paysage de maquette. Parmi tous ces petits coussinets, c'est lequel que vous préférez, John? Ce serait le Donatiacée. On peut les voir pousser en milieu sauvage. Et la couleur, elle est magnifique, entre le gris et le vert. Ils se distinguent vraiment des autres. Oui, on les voit en montagne. Il y a une grande diversité. Celui-là est plus sombre. Celui-là est doux au toucher. Il colonise les murs des falaises. C'est absolument spectaculaire. Celui-ci aussi vient d'Afghanistan. John m'invite maintenant à installer cette petite crassulacée dans son nouvel habitat. Nous ajoutons un peu de sable grossier, amplement suffisant pour son développement. Et John, ce sera quoi tes prochaines expéditions? Je prévois de retourner au Tadjikistan l'année prochaine. Il y a un endroit où nous avons vu des plantes très intéressantes l'année dernière. Ce sera mon 3e voyage au Tadjikistan, principalement sur les iris. Ce sont des zones très intéressantes avec une grande diversité de plantes. Et nous n'avons pas beaucoup de collections provenant de cette zone-là ici au jardin. Donc je suis vraiment heureux d'avoir la chance de retourner là-bas pour recueillir ces plantes pour Édimbourg, tout comme le faisaient auparavant des collecteurs de plantes comme George Forrest. On suit leurs pas et c'est un grand honneur. Depuis près de 20 ans, Anna Atkins, botaniste, se passionne pour les plantes tropicales. En particulier les Gesneriacées, des plantes herbacées. Elle part souvent en Asie du Sud-Est à la recherche de nouvelles espèces menacées par l'urbanisation et la déforestation. Alors là, Anna, on arrive dans la collection des Gesneriacées. Alors on connaît bien la Gesneria, moi je connais bien la Gesneria, mais alors la famille des Gesneriacées, pour moi c'est un petit problème, je ne les connais pas par cœur. Comment on les distingue? Dans la famille des Gesneriacées, il y a environ 3000 espèces que l'on trouve principalement dans les forêts tropicales. Ce sont essentiellement des herbes et des petits arbustes que l'on retrouve dans les sous-bois, dans les lieux sombres et humides. On peut aussi en trouver quelques-unes en Europe, comme la Paraboea ramanda, mais elles se trouvent principalement dans les tropiques. Je crois au sud de la France, du côté des Pyrénées, on en retrouve. Oui, exactement. Et donc les feuilles opposées et puis des fleurs qui ressemblent un petit peu à ça, c'est-à-dire allongées comme des trompettes et qui s'ouvrent à l'extrémité.
Alors cette plante, Anna, c'est vous qui l'avez rapportée? Oui, exactement. Cette plante a été recensée sur une seule montagne de l'île de Sulawesi. Une seule montagne. On ne pense pas qu'elle est ailleurs, on pense qu'elle est que sur cette montagne. Oui, absolument. C'est une des caractéristiques de cette famille de plantes. Elles ont souvent une faible expansion. Et alors comment ça se passe, le voyage d'une botaniste aujourd'hui, dans les années 2000? Ce n'est pas une mince affaire de pouvoir parvenir jusqu'à ces lieux éloignés où nous devons aller pour recueillir ces plantes. Nous travaillons énormément en collaboration avec les botanistes locaux. Nous partons en trek pendant plusieurs jours pour arriver dans ces endroits avec nos vivres sur le dos, en dormant dans la forêt. Notre récompense, c'est de découvrir ces nouvelles espèces incroyables. Combien de jours entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où vous l'avez trouvée? Celle-ci, 6 semaines. 6 weeks. Ah oui, 6 semaines. Nous devons parcourir plusieurs montagnes et nous restons une semaine environ sur une montagne. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous promener et tout d'un coup vous tombez dessus. Vous la reconnaissez tout de suite? Oui, on sait à peu près dans quel environnement on pourrait trouver de nouvelles fleurs. Et tout d'un coup vous la trouvez, quoi. Comme je connais ces plantes, le groupe auquel elles appartiennent, je sais quand j'en trouve une que je n'ai jamais vue avant. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous tombez dessus? Vous faites « je l'ai eu ». Oui, c'est exactement ça. J'imagine qu'il y a d'abord un travail de collecte, on récupère les choses. Oui, c'est très excitant comme travail, mais c'est aussi très fatigant. Chaque nuit, nous devons compresser la plante, prendre soin des graines et des boutures que nous avons recueillies. Et après, ça rentre à Édimbourg, ça rentre au pays. Oui, nous prenons toutes les plantes que nous avons recueillies et nous les rapportons ici en Grande-Bretagne par avion. Et alors, quand on l'étudie, du coup, on ramène la plante dans son bureau. Qu'est-ce qu'on fait? On la dessine? Oui, alors ce qui est difficile avec ces groupes de plantes peu connus, c'est qu'il n'existe pas de guide. Il n'y a pas de livre qui nous permettrait de les identifier. Alors nous devons les apporter à l'herbarium, regarder tous les spécimens et décider dans quelle mesure celle-ci est différente. Pour cela, on doit parfois décortiquer la fleur, observer sa structure interne pour confirmer que ce spécimen est une nouvelle espèce. Il y a toute une procédure pour décrire une nouvelle espèce. Et alors du coup, cette plante, elle porte votre nom, Anna? Comment? Elle porte votre nom? Oui, maintenant elle porte mon nom. La plante découverte par Anna Atkins est en effet la Cyrtandra à feuilles dentelées Atkins. Comme Anna Atkins, Martin Gardner a pour mission de sauvegarder certaines espèces. Il est directeur d'un programme international de protection des conifères. Alors là, Martine, on arrive devant les araucarias. Ça, c'est vraiment des arbres fascinants, des conifères un peu spécifiques qui viennent du Chili, qui ont des feuilles comme ça disposées en hélice. Là, vous en avez beaucoup ici. Le monkey puzzle, le désespoir des singes, est une plante relativement commune dans les jardins. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vient du milieu sauvage. Il est originaire du Chili et d'Argentine. On le trouve principalement dans les Andes. Mais malheureusement, il est de plus en plus menacé aujourd'hui. L'une de nos stratégies consiste à collecter un maximum de plantes en milieu sauvage, dans un réseau de conifères qui couvre toute la Grande-Bretagne, l'Irlande et toute l'Europe du Nord. Ça nous permet d'utiliser les plantes comme le monkey puzzle pour expliquer à quel point la biodiversité est en danger sur toute la planète. Là, Martine, on arrive dans un sous-bois typiquement écossais. On voit les bouleaux, on voit les genévriers, les fougères, il y a des sorbiers. Enfin, tout ça, c'est vraiment l'Écosse. Nous devons aussi nous préoccuper de nos propres plantes écossaises, car comme le reste de la biodiversité dans le monde, elles sont aussi menacées. Lorsque nous recueillons ces plantes dans les Andes, en Amérique du Sud, en Himalaya, en Chine, dans les montagnes d'Oman, nous sommes responsables de la planète sur laquelle nous vivons. Nous nous devons d'avoir cette connaissance sur le développement des plantes.
car notre principale mission aujourd'hui, c'est d'observer la dégradation des milieux naturels afin de les restaurer. Le seul moyen de rétablir ces milieux naturels, c'est de savoir faire pousser ces plantes collectées et de pouvoir ensuite les replanter dans leur habitat naturel. Et c'est ce que nous cherchons à étudier ici, dans ce jardin botanique. C'est cette volonté sans cesse renouvelée qui guide les botanistes, jardiniers et horticulteurs. Leur énergie et leur dynamisme font que ce jardin est ancré dans le présent. Les paysages changent au gré des découvertes de ces passionnés qui veulent donner à voir au plus grand nombre la diversité et la fragilité de la nature.